Alors, pour le cours de vendredi 27 novembre, donc on va poursuivre la mécanique des fluides. Et donc, après s'être donné des outils pour décrire les écoulements de fluides, donc le champ vectoriel, champ des vitesses, le champ scalaire, champ des masses volumiques, le vecteur densité de flux de masse JM, la notion de débit massique, la notion de débit volumique, la notion de ligne de courant, la notion de tube de courant, donc ligne de champ, tube de champ, c'est synonyme, l'équation locale de conservation de la masse, les propriétés du débit massique pour les écoulements stationnaires, les propriétés du débit volumique pour les écoulements incompressibles et homogènes. Il est temps maintenant, donc, petit 2, deuxièmement, de nous intéresser aux actions de contact dans un fluide en écoulement. Donc effectivement, dans un fluide en écoulement, on imagine bien donc des gouttes de fluide ou des bulles de gaz qui vont se frotter les unes aux autres, glisser les unes sur les autres, se mélanger, interagir. Et effectivement, on se doute qu'il va y avoir des actions de contact. Alors ça paraît assez complexe, assez compliqué tout ça, donc comment on va trier la difficulté? Donc petit a, donc une présentation globale du phénomène. Donc dans un référentiel, évidemment, on est en mécanique, hein, donc il faut toujours se référer donc à un solide de référence, en général nous la Terre, hein, le référentiel du laboratoire. Donc je modélise un écoulement de fluide par quelques lignes de courant ici dessinées, et on appellera ça le fluide externe en écoulement. Dans cet écoulement, je vais imaginer donc un volume V. Alors ce volume V, ça peut être le même fluide, ça peut être un autre fluide, ou ça peut être un solide. Ce volume V, il est lui aussi en mouvement dans le référentiel. Alors, sur sa surface externe, je vais découper un petit élément de surface ds. Je vais considérer le vecteur surface perpendiculaire à la surface et donc sortant. Et on va dire que l'action du fluide externe sur le volume V par l'intermédiaire de ds seulement, donc l'action du fluide externe sur le volume V au niveau de la surface ds, eh bien, se décompose ici dans le cas général en deux. On l'appelle df total, extérieur sur le volume V sur ds, une composante dite normale, perpendiculaire à la surface, dfn, n pour normal, et une composante dite tangentielle, tangente à la surface, dft. Donc effectivement, dans le cas général, pour un fluide en écoulement, c'est un petit peu plus compliqué que pour un fluide statique, évidemment. Pour le fluide statique, il n'y avait que l'action normale. Là, maintenant, il va y avoir, dans le cas général, une action tangentielle. Alors l'action normale, pas de souci, on la connaît déjà. C'est la force de pression exercée par le fluide externe sur le volume V par l'intermédiaire de ds, et on va la définir comme on avait fait en statique des fluides. Donc c'est moins le champ de pression fois ds. Ici, le champ de pression pourra dépendre du temps, évidemment. Donc là, c'est la définition un peu plus générale du champ des pressions dans un fluide externe en écoulement, donc au point M à la date t. Donc le champ de pression, il est défini par l'action normale, donc par la force perpendiculaire à la surface exercée par le fluide externe sur le volume V par ds. Donc dfn étant Newton, le champ de pression étant Pascal. Alors de la même façon, la résultante des forces de pression sur une goutte, la résultante des forces de pression sur une goutte dans un fluide en écoulement, ce sera encore moins gradient de P des taux dans le cas général. Ça ne changera pas par rapport à la statique des fluides. Alors par contre, effectivement, on constate qu'il y a une autre action, une action tangentielle, dite action de cisaillement aussi, si vous voulez, hein. Donc tangente à la surface, dft, donc action tangentielle du fluide externe sur le volume V par l'intermédiaire de ds. Donc elle sera perpendiculaire au vecteur ds, donc tangente à la surface si vous préférez, et on l'appellera justement la force de viscosité, exercée par le fluide externe sur le volume V. Alors effectivement, cette notion de viscosité, on peut l'appréhender de différentes manières, hein. Si vous trempez votre doigt dans un verre d'eau, quand vous sortez votre doigt, vous voyez qu'il y a des gouttes d'eau qui restent accrochées donc à votre peau. Quand vous voulez nager dans l'eau, évidemment, vous sentez bien qu'il y a une résistance exercée par l'eau sur votre corps, qui est plus importante que quand vous voulez courir dans l'air, même si l'air a aussi une action résistante sur votre corps. Si vous trempez votre doigt dans un pot de miel liquide, bah là vous voyez effectivement que le miel liquide il va s'accrocher encore plus que l'eau liquide, donc il va être plus visqueux. Si vous voulez pas nager, mais enfin si vous voulez déplacer votre doigt dans du miel liquide, c'est plus difficile que de déplacer votre doigt dans de l'eau liquide, donc on dit que les actions de viscosité du miel liquide sur vos doigts sont plus importantes. Alors sinon, plus macroscopiquement, il y a les notions de traînée, hein, c'est bien un T ici, donc notion de traînée. Alors la traînée de l'eau sur la coque d'un bateau, la traînée de l'air sur une aile d'avion, donc sur un avion en général.
Voilà, donc tout ça, toutes ces notions-là, ce que vous avez appelé en première année les forces de frottement visqueux, même si le mot frottement n'est pas forcément bien choisi en ce qui concerne les actions de contact d'un fluide sur un obstacle. Voilà, tout ça, c'est lié à cette notion de viscosité, donc à cette action tangentielle, DFT. Alors là, vous avez remarqué, je ne vous donne pas d'expression pour DFT, hein, pas d'expression générale, car ça va être assez complexe et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Alors évidemment, tout n'est pas votre programme cette année, donc on a fait un petit peu le tri. Donc dans votre programme de PSI, vous avez donc pour commencer une situation particulière, petit b, qu'on appelle l'écoulement parallèle. Alors un écoulement parallèle, c'est lorsque le champ des vitesses, dans cet écoulement, donc déjà il est défini, on verra que ce n'est pas toujours le cas dans tous les écoulements, donc pour l'instant le champ des vitesses, il est défini, donc on peut l'observer, on peut le définir mathématiquement, et on admet que dans un écoulement parallèle, il va être de la forme VZT-UX. C'est-à-dire que les lignes de courant vont être forcément toutes parallèles entre elles et parallèles à une direction fixe cartésienne. Ici, j'ai choisi UX, mais j'aurais pu choisir UY ou UZ. Et le champ des vitesses ne dépend que d'une seule variable spatiale cartésienne, et ça ne peut pas être X si le champ des vitesses est collinaire à UX. Donc c'est forcément une variable qui caractérise donc une fluctuation selon une variable perpendiculaire à la direction du champ des vitesses. Donc par exemple, si je choisis le champ des vitesses collinaire à UX, j'aurais pu choisir Y aussi. Voilà, pas X. Si j'avais choisi le champ des vitesses collinaire à UZ, j'aurais pu choisir pour la dépendance spatiale de V, soit X, soit Y. Bien, donc là j'ai choisi Z comme variable pour caractériser la fluctuation de la vitesse spatialement, donc selon Z, et UX. Ça peut dépendre du temps. Pour l'instant, on n'a pas besoin de faire l'hypothèse que l'écoulement est stationnaire. Donc sur ce schéma, j'ai représenté quelques lignes de champ, quelques lignes de courant, évidemment, toutes parallèles à l'axe des X. Et dans cet écoulement, donc, j'ai dessiné un petit élément de surface ds, donc collinaire à une ligne de champ, et j'ai appelé M sa position. Alors ce qui va nous intéresser, effectivement, nous, c'est comment exprimer, dans ce cas particulier, situation très particulière, hein, qui ne sera pas valable dans toutes les situations, pour tous les écoulements, évidemment. Dans cette situation très particulière de l'écoulement parallèle, j'ai envie d'exprimer la force exercée par le fluide visqueux, donc par le fluide qui est au-dessus de ds, sur ce qui est en dessous de ds. Voilà, donc je répète, notre objectif est d'exprimer donc la force de viscosité, donc l'action tangentielle, du fluide qui est au-dessus de ds sur ce qui est en dessous de ds. Donc en fait, l'action du fluide externe au-dessus sur ce qu'il y a en dessous de ds, mais uniquement par l'intermédiaire de ds au niveau de ds. Alors on l'appellera df indice S, puisqu'on va l'exprimer donc sur un bout de surface, S pour surface, viscosité pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en M à la date T, en Newton, c'est une vraie force. Alors, quand le fluide est newtonien, vous voyez, il faut encore ajouter une hypothèse, quand le fluide est newtonien, mais rassurez-vous, c'est le seul cas à votre programme, tous les fluides sont newtoniens pour vous en PSI implicitement, les fluides non newtoniens, si vous voulez, c'est l'eau boueuse, l'eau avec du sable, l'eau avec de la terre, voilà, donc ce sont des cas vraiment très particuliers de fluides qui ne sont pas au programme évidemment en PSI. Donc on n'aura que des fluides dits newtoniens. Eh bien, l'expression, vous allez devoir apprendre par cœur, mais rassurez-vous, c'est la seule expression qu'il y aura à apprendre par cœur de cette force. Donc c'est un coefficient état, c'est la lettre grecque état, dv sur dz, donc dérivée partielle a priori, puisqu'il peut y avoir une dépendance temporelle, fois ds, et évidemment fois ux, puisque c'est une force tangentielle, donc effectivement qui doit être tangente à l'écoulement. Donc état dv sur dz, ds fois ux. Donc la dépendance spatiale de la vitesse, elle interviendra effectivement. Donc là déjà on essaie de comprendre qu'une force de viscosité, donc la force tangentielle exercée par un fluide visqueux sur un élément de surface ds, bah, va dépendre effectivement du taux de variation du champ des vitesses, donc du taux de variation de la vitesse des gouttes en fonction de la variable z. Il faut bien avoir compris ça. Comme vous pouvez le remarquer, je ne fais pas de dessin de dfs. Je ne dessine pas le vecteur dfs. Pourquoi? Bah parce que ça va dépendre du signe de dv sur dz. Parce que dv sur dz, ça pourra très bien être positif si la vitesse augmente quand z augmente, ou négatif si la vitesse effectivement diminue quand z augmente. Donc pour l'instant, je ne fais pas de dessin de cette force. Alors, on va quand même généraliser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc l'expression que vous allez apprendre par cœur qui vous est fournie ici est valable pour un écoulement parallèle dans un fluide newtonien. C'est le seul cas que vous rencontrerez bien sûr au concours, à l'écrit ou à l'oral, sauf précision bien détaillée dans l'énoncé. C'est l'action du fluide au-dessus de ds sur ce qu'il y a en dessous, par l'intermédiaire de ds. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous?
Bah, en dessous, on peut avoir le même fluide, on peut avoir un autre fluide ou on peut avoir un solide. Voilà pourquoi cette expression, elle est très généralisée. Voilà. Donc en fait, en gros, on peut avoir un peu ce qu'on veut en dessous de l'élément de surface ds. L'expression de cette force pour un écoulement parallèle dans un flux newtonien sera valable pour vous. Alors, ce coefficient état qui apparaît ici. Donc ce coefficient état, on l'appelle coefficient de viscosité, on l'appelle aussi viscosité dynamique. Il sera toujours positif. Il aura bien sûr une dimension, donc il sera en kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 1, mais c'est aussi des pascals secondes, les kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 1. Et il y a une unité historique due à un français qui s'appelle poiseuil, donc P majuscule petit l. Et le poiseuil correspond évidemment au kilogramme mètre moins 1 seconde moins 1. Ce coefficient de viscosité qu'on appelle la viscosité dynamique, alors évidemment ne sera pas à confondre avec une autre viscosité que vous allez vous rencontrer très très rarement en PSI, mais qui est un peu plus au programme en PC, c'est la viscosité cinématique, qui elle est en mètres carrés seconde moins 1, donc c'est le nu, c'est la lettre grecque nu, qui vaut donc état sur mu, mu c'est la masse volumique. Donc la viscosité cinématique, c'est la viscosité dynamique sur la masse volumique. Donc c'est pas la même unité, hein, attention. Alors nous on va la voir un petit peu tout à l'heure, mais on vous l'a fait manipuler très peu. Alors, la viscosité dynamique, donc le coefficient de viscosité tout simplement, hein, état, eh bien, il va caractériser bien sûr, puisqu'on voit bien que la force de viscosité elle est proportionnelle à état, donc plus état est grand, plus la force est grande, pour un même dV sur dz. Donc plus le fluide est visqueux, plus le coefficient de viscosité est grand, ça paraît logique. Alors ce coefficient de viscosité, il dépend assez fortement de la température. Et attention, il va chuter quand la température augmente. Donc en effet, hein, quand vous augmentez la température, le fluide devient moins visqueux. Donc en fait, l'action de contact tangentielle de viscosité devient moins forte. Dans les gaz, il dépend aussi de la pression. Donc là, c'est le contraire. Le coefficient de viscosité, il va augmenter quand la pression augmente. Donc quand la pression augmente, si vous voulez, le gaz, il va plus s'accrocher aux obstacles. Par contre, quand la température augmente, les fluides s'accrochent moins aux obstacles. Alors moi, je vais vous demander d'apprendre par cœur une seule, enfin un ordre de grandeur, hein, une seule valeur, c'est la viscosité de l'eau liquide. Alors ça, méfiez-vous, on ne va pas forcément toujours vous la rappeler dans un énoncé, donc il serait intéressant que vous ayez une idée de l'ordre de grandeur. Vous allez essayer de retenir 10-3 poiseuil. Alors, évidemment à 20 degrés, donc dans les conditions ambiantes. Pour la viscosité de l'air, je ne vais pas vous demander de l'apprendre par cœur, on doit vous le rappeler. C'est 1,8 10-5 poiseuil à 20 degrés sous 1 bar. Là, il faut préciser la pression parce que c'est un gaz. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est beaucoup plus petit que dans l'eau liquide. Voilà, c'est plus facile de vous déplacer dans l'air que de vous déplacer dans l'eau liquide, évidemment, vous le savez bien. Une autre valeur, pour une huile moteur, hein, pour une huile moteur classique, on a 0,45 poiseuil à 20 degrés. Donc là, vous voyez, hein, c'est beaucoup plus grand, une huile moteur, c'est beaucoup plus visqueux que de l'eau liquide, en effet. Alors, je vous ai mis en accompagnement un petit tableau qui évidemment n'est pas à prendre par cœur, mais c'est pour avoir une petite idée. Alors ici, on vous a donné la viscosité dynamique, état, alors en pascal seconde, et en dessous la viscosité cinématique aussi, en mètre carré seconde moins 1. Donc l'air, on retrouve bien la valeur que je vous ai fournie. Et pour la viscosité cinématique, vous voyez, c'est 1,5 10-5. Donc en fait, attention, c'est pas la même unité, hein. Donc évitez de comparer les deux, parce que ce n'est pas la même unité. Alors pour l'eau, 10-3 poiseuil, et la viscosité cinématique pour l'eau, 10-6. Alors là, c'est assez troublant, parce que l'eau, c'est plus visqueux que l'air, évidemment, donc la force de viscosité exercée par l'eau est plus forte que celle exercée par l'air, mais la viscosité cinématique, qu'on fera intervenir tout à l'heure, elle est plus petite dans l'eau que dans l'air. L'explication, bien sûr, hein, c'est que l'air, c'est beaucoup moins dense que l'eau liquide. Alors, vous avez la valeur donc pour le lait, bon, c'est un petit peu plus visqueux que l'eau liquide, le mercure, encore plus visqueux évidemment, le sang, donc ça c'est important aussi, il y a pas mal d'exercices avec du sang, le sang c'est plus visqueux que l'eau liquide, ça peut même être encore plus visqueux, donc ça dépend évidemment du taux de fibrine, de globules rouges qu'il y a dans le sang, une huile de cuisine, de la glycérine, l'encre du stylo à billes, donc là vous voyez on arrive à 2 poiseuil, 2 pascal seconde, le miel, donc 10 poiseuil, mais le miel ça dépend fortement de la nature de miel, la pâte de dentifrice 100 poiseuil, le bitume 10 puissance 8 poiseuil. Alors le bitume, hein, c'est pas vraiment un solide. Est-ce que c'est encore un liquide? Oui, un liquide très visqueux. Un liquide très visqueux et évidemment le glacier. Alors attention, le glacier en montagne, hein. Donc un glacier en montagne, c'est pareil, hein, c'est une espèce de fluide très très visqueux. Alors c'est une forme, une espèce de glace, de neige mélangée avec des cailloux. Bon, c'est pour avoir une petite idée.
En dessous, vous avez une photo avec une péniche sur un canal très calme, on en reparlera tout à l'heure. Alors, maintenant, on va essayer de dessiner quand même cette force dFs. Alors, si dV sur dz est positif, c'est-à-dire si la vitesse elle augmente quand z augmente, voilà, c'est une possibilité, le fluide au-dessus, il va entraîner l'élément de surface ds. Autrement dit, il va entraîner ce qu'il y a en dessous. Donc l'élément de surface ds et ce qu'il y a en dessous. Alors pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le vecteur force dfs, il va être dirigé selon les x croissants. Donc la force exercée par le fluide au-dessus sur l'élément de surface ds, elle est selon les x croissants. Donc on dit que le fluide entraîne l'élément de surface ds. Au contraire, si dv sur dz est négatif, donc si la vitesse, elle, diminue, je vous ai dessiné des vecteurs vitesse, si la vitesse diminue quand z augmente, à ce moment-là, la force dfs, elle est dirigée vers les x décroissants. Elle est selon moins ux. Donc à ce moment-là, on dit que le fluide qui est au-dessus, il freine l'élément de surface ds. Alors c'est là qu'on a plus à l'esprit l'idée de frottement visqueux, si vous voulez. Mais la force, ça peut très bien entraîner, donc accélérer ce qu'il y a en dessous de la surface ds. C'est bien une force de contact tangentielle. Alors, des choses absolument à retenir, très importantes dans les exercices. Un fluide visqueux, il va toujours adhérer à un solide. Voilà, donc il adhère à votre peau, il adhère à la carrosserie d'une voiture, il adhère à la carlingue d'un avion, il adhère à la coque d'un bateau. Donc un fluide visqueux, il adhère toujours à un solide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'interface entre le solide et le fluide, on aura toujours la même vitesse, il y aura continuité de la vitesse. Donc en particulier, si le solide est fixe, dans le référentiel d'étude, eh bien le fluide, évidemment, il va stopper. Au contact avec le solide, il va forcément stopper. Donc on dira qu'il y a toujours continuité de la vitesse à l'interface entre un fluide visqueux et un solide. Et donc si le solide est fixe, eh bien le fluide visqueux, ça veut dire qu'il s'arrête. Alors exemple, dans une canalisation fixe, si on a de l'eau qui se déplace à l'intérieur, la vitesse des gouttes d'eau au contact avec la canalisation fixe est forcément nulle. Donc on dit que les gouttes d'eau adhèrent à la canalisation fixe, adhèrent au solide. Alors par contre, si le fluide n'est pas visqueux, on dit alors qu'il est parfait. Alors attention, ça existe. Ça existe même rigoureusement. C'est très rare, mais ça existe rigoureusement. On appelle ça des superfluides. Le meilleur exemple, c'est l'hélium superfluide. Donc c'est un isotope de l'hélium avec effectivement 2 neutrons dans le noyau, au lieu de 1 habituellement. Eh bien l'hélium superfluide, alors souvent à l'état gazeux, mais à l'état liquide à très très basse température, effectivement, c'est un fluide qui n'a aucune viscosité. C'est-à-dire qu'il adhère à rien du tout. Il adhère à rien du tout. Et donc il n'exercera aucune force tangentielle quand il est au contact avec un autre fluide ou avec un solide. Donc dans ce cas-là, on dit que les gouttes de fluide parfait, donc de fluide non visqueux, on dit qu'elles glissent sur le solide. Donc que la vitesse du fluide sur le solide est tangente au solide. Voilà. La goutte, elle glisse sur le solide, elle n'adhère pas. Évidemment, elle ne peut pas pénétrer dans le solide qui est imperméable, mais alors elle va glisser sur le solide. Et attention, c'est très rare, mais ça existe. On appelle ça les superfluides. Alors dans beaucoup d'exercices, on vous proposera de faire l'hypothèse que le fluide est quasiment parfait, donc très peu visqueux. Donc voilà, donc là attention, c'est une hypothèse simplificatrice qu'on rencontrera de temps en temps dans les exercices. Mais un fluide strictement non visqueux, ça existe. On appelle ça des superfluides. Alors c'est un phénomène quantique, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça existe. Alors petit c. Pour l'instant, vous n'avez qu'une seule expression pour la force de viscosité. Et bien là, on va en voir une deuxième, mais c'est pas pour la même chose, c'est pas pour un élément de surface. On va essayer de donner l'expression de la résultante des forces de viscosité sur toute une goutte de fluide. Donc là, on va s'intéresser à un fluide homogène. Et dans ce fluide homogène, on va prendre une goutte quelconque et on va essayer d'évaluer la résultante des forces de viscosité exercées par toutes les gouttes, tout le fluide qui est autour d'une petite goutte. Alors, dans le seul cas de l'écoulement parallèle de tout à l'heure, donc en coordonnées cartésiennes. Ça veut dire que pour la goutte, des taux de l'ordre du micromètre cube, ponctuel à l'œil nu, on prendra une forme de pavé. Voilà. On supposera que la goutte a l'aspect, a la forme d'un pavé. Donc de longueur dx, dy, dz. Bien. Donc ce pavé, cette goutte, effectivement, elle est plongée dans le fluide en écoulement avec un écoulement parallèle. Et là, cette goutte, elle est de même nature que les autres gouttes. Alors, on s'intéresse juste à la résultante des forces de viscosité sur une goutte dans l'écoulement. Le pavé, il a 6 faces. Alors, il y aura donc des actions tangentielles, des forces de viscosité, que sur les deux faces que j'ai hachurées ici en rouge. Alors pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de force de viscosité sur une face si la vitesse ne varie pas en traversant la face.
Alors, en effet, on vient de voir que la force de viscosité exercée par un fluide externe sur une surface, elle n'est pas nulle, à condition évidemment que la vitesse, elle varie en traversant la surface. Il faut qu'il y ait une fluctuation spatiale, il faut qu'il y ait un taux de variation de la vitesse au voisinage de la surface pour qu'il y ait une action tangentielle, une force de viscosité. Et puisque la vitesse dans l'écoulement parallèle ne dépend que de z, bah, si vous traversez par exemple cette face-là, la vitesse ne varie pas. Si vous traversez cette face-là, vous faites varier que x, donc la vitesse ne va pas varier, vous aurez la même vitesse de part et d'autre de la surface, donc dv sur dx égale 0, donc vous n'avez pas de force de viscosité sur cette face, ni sur celle-là. Même chose avec y sur cette face-là et la face qui est derrière. Donc dans cette situation unidirectionnelle parallèle, donc cartésienne, eh bien, sur la petite goutte, il n'y a que deux faces qui vont être soumises à une force de viscosité. Donc la résultante des forces de viscosité, la force totale, ce sera la somme de ces deux forces. Donc la force exercée sur la face qui est en z plus dz, et la force qui est exercée sur la face qui est en z. Alors pour la face qui est en z plus dz, on veut donc bien sûr la résultante des forces extérieures exercées par le fluide externe. Donc le fluide il est au-dessus. Donc on reprend l'expression de tout à l'heure. Donc c'est bien plus état dv sur dz, en z plus dz, fois dx dy, la surface, fois ux. Par contre, pour l'action du fluide externe sur la face qui est en dessous, le fluide il est en dessous. Donc à ce moment-là, on utilise le principe des actions réciproques. Et on dit que la force exercée par le dessous sur le dessus, bah, c'est moins la force exercée par le dessus sur le dessous. Voilà, tout simplement. Principe des actions réciproques. Donc voilà pourquoi j'ai mis un signe moins ici pour la force exercée par le fluide externe sur la face de la petite goutte, donc du pavé, qui est en dessous. Donc j'ai mis un moins. Alors bien sûr, le dx, dy, ux se met en facteur, le état aussi. Vous avez donc dv sur dz en z plus dz, moins dv sur dz en z. Donc, développement limité à l'ordre 1 de la fonction dv sur dz. Et on va donc faire apparaître la dérivée seconde de v par rapport à z fois dz. Et dx, dy, dz, bah, c'est des taux. Donc voilà pourquoi vous avez cette expression à savoir redémontrer et apprendre par cœur, donc à réutiliser quand c'est possible directement. La résultante des forces de viscosité sur toute la goutte en newton. Donc là, attention, c'est pas sur un élément de surface ds, hein, c'est sur toute la goutte, donc exercé par tout le fluide externe sur une petite goutte. C'est donc état dérivée seconde de la vitesse par rapport à z fois d taux ux. Voilà, donc très très utile. Alors, la généralisation qu'on doit normalement vous fournir dans un énoncé, mais que je vous donne ici dans le cours, mais si vous ne la retenez pas par cœur, c'est pas très grave, on vous la redonnera si nécessaire, la généralisation. Donc si l'écoulement n'est pas parallèle, donc si la vitesse dépend de x, de y, de z, et bien à ce moment-là, donc la résultante c'est état, toujours bien sûr, laplacien vecteur de v. Laplacien vecteur de v. Alors on va pas trop s'étendre sur le laplacien vecteur, on en reparlera un peu plus en électromagnétisme, mais c'est le quatrième opérateur de l'analyse vectorielle. Je vous en avais promis qu'il y en aurait 5, voilà c'est le quatrième, on a déjà vu le laplacien scalaire. Donc le laplacien vecteur uniquement en cartésienne pour l'instant, ça c'est un vecteur, un champ vectoriel qui s'applique à un vecteur. Donc le vecteur ici c'est le champ des vitesses et le résultat c'est un vecteur. Donc en coordonnées cartésiennes uniquement, dans le cas général, le champ des vitesses il peut donc avoir une composante sur ux, sur y, sur uz. Donc v indice x, v indice y, v indice z, et chaque composante peut dépendre de x, y, z. On est vraiment dans le cas général des coordonnées cartésiennes. Eh bien, le laplacien vecteur, bah, c'est le laplacien scalaire de v indice x selon ux, plus le laplacien scalaire de v indice y selon y, plus le laplacien scalaire de v indice z selon uz. Je vous rappelle que le laplacien scalaire, par exemple de v indice x, c'est un scalaire, c'est la somme de la dérivée seconde de vx par rapport à x, plus la dérivée seconde de vx par rapport à y, c'est la dérivée seconde de vx par rapport à z. Et puis je vous écris pas la même chose pour le laplacien scalaire de vy et le laplacien scalaire de vz, ça deviendra un petit peu lourd. Voilà, mais en tout cas, sachez que cette généralisation, elle existe, on peut vous la proposer dans un exercice, ne soyez pas surpris. On voit bien que dans notre cas de l'écoulement parallèle particulier, bon, bah, le laplacien vecteur de v, évidemment, se résumerait à la dérivée seconde de v par rapport à z fois ux, évidemment, dans notre situation. Bien, alors l'histoire de la péniche. Une petite application pour vous alerter sur quelque chose qu'on va faire apparaître. Donc je m'intéresse effectivement au déplacement d'une péniche sur un canal très calme. Donc cette péniche se déplace avec une vitesse pas trop grande, et évidemment, puisqu'il y a adhérence de l'eau liquide qui est visqueuse, eh bien la péniche en se déplaçant, elle va accrocher avec elle des gouttes d'eau. Donc ces gouttes d'eau vont être entraînées par le déplacement de la péniche. Les gouttes en dessous vont être entraînées par les gouttes qui sont au-dessus, etc., etc. Et on aura ce qu'on appelle donc un profil des vitesses. Donc par exemple, pour une abscisse x sous la péniche, eh bien j'ai les gouttes
donc de même abscisse X, j'ai les gouttes qui vont avoir une certaine vitesse. Et qualitativement, je me doute que la vitesse, elle va diminuer, puisqu'elle doit normalement s'annuler au fond du canal, où le fond du canal, c'est un solide qui est fixe, donc les gouttes doivent adhérer et donc s'arrêter, donc la vitesse doit être nulle ici, et elle doit être égale à V0 ici. Et entre les deux, bon, j'ai mis un profil affine, on va le justifier, mais vous avez effectivement une diminution de la vitesse. Voilà. Donc j'ai des lignes de courant parallèles à l'axe des X, donc les gouttes sont entraînées parallèlement au déplacement de la péniche, et je vois bien que la vitesse, ça va dépendre de Z. Donc je me doute que je suis à peu près dans la situation de l'écoulement parallèle du cours qu'on vient d'aborder. Alors en plus, on va supposer qu'on est en régime stationnaire, donc la vitesse ne dépend pas du temps, la pression va dépendre que de Z, il y a la pesanteur, et on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à une petite goutte d'étau, n'importe où dans le canal, plutôt sous la péniche, mais je ne l'ai pas mis dessous pour pas trop charger le dessin, dans un référentiel galiléen lié à la Terre. Donc cette goutte n'a pas d'accélération, puisque voilà, sa vitesse ne dépend pas du temps, et elle est soumise à la résultante des forces de pression exercées par le fluide externe, moins gradient de P d'étau, son poids, μg d'étau, et la résultante des forces de viscosité. On est dans la situation où on peut écrire que c'est l'état dérivée seconde de V par rapport à Z d'étau X. Et je décide de projeter sur l'axe des X. Le gradient de P, c'est dP sur dz uz, puisque P dépend que de Z. G, c'est selon uz, donc sur l'axe des X, je n'ai que la force de viscosité. Donc il me reste la dérivée seconde de V de Z par rapport à Z égale 0. Je vais donc pouvoir en effet accéder à une expression du champ des vitesses, à l'expression de ce qu'on appelle le profil des vitesses, donc V de Z. Donc c'est de la forme à Z plus B, donc effectivement c'est bien une forme affine. En Z égale 0, la vitesse est nulle, il y a adhérence. En Z égale H, la vitesse vaut V0, il y a adhérence. Donc même vitesse que le solide, donc que la péniche. Et j'obtiens donc l'expression de la vitesse. Donc V0Z sur H, c'est bien le profil des vitesses. Et c'est bien un profil affine. C'est-à-dire que si vous reliez l'extrémité des vecteurs vitesse des petites gouttes pour une même abscisse X, vous allez bien trouver donc quelque chose d'affine, donc une portion de droite. Bien. Ça me permet effectivement d'évaluer la force de viscosité exercée par l'eau sur la péniche. Donc pour cela, on va dire que c'est la force exercée par le fluide qui est en dessous, car là le fluide il est en dessous de la surface de la péniche. Donc on met un signe moins, donc ce sera moins état dV sur dz fois la surface fois ux. Alors dV sur dz c'est V0 sur H, le signe moins c'est parce que le fluide ici il est en dessous de la surface, pas au-dessus. Voilà, UX, et j'appelle S la surface de contact entre l'eau et la péniche. Donc j'ai une expression pour la force de viscosité exercée par l'eau sur la péniche, donc sur la surface de la péniche qui est en contact avec l'eau du canal. Je peux en déduire la puissance en watts de cette force de viscosité, donc c'est la force scalaire la vitesse, puisque la péniche est en translation rectiligne, V0, vitesse de la péniche. J'obtiens quelque chose de négatif, c'est normal, hein, c'est une force résistante, donc c'est une puissance dissipative, donc je vais dissiper de la puissance, en prenant h égale 2 mètres, donc une profondeur de 2 mètres de canal, une surface de 100 mètres carrés, hein, donc c'est cohérent pour une péniche, et une vitesse de 2,8 mètres par seconde. Pourquoi? Parce que ça fait 10 km/h, donc c'est à peu près la vitesse moyenne d'une péniche. Je trouve moins 0,4 watts. Bon, ça paraît pas beaucoup. Est-ce que c'est réaliste? Alors, si j'applique le théorème de l'énergie mécanique à la péniche dans le référentiel terrestre galiléen, la dérivée par rapport au temps de son énergie mécanique, elle est nulle, puisque son altitude ne change pas, sa vitesse ne change pas. Et cette péniche, donc, elle est soumise uniquement à des forces qui vont avoir une puissance non nulle, donc les forces de viscosité, ça c'est bon, et bien sûr la puissance motrice, la puissance de son moteur qui la déplace. On en déduit donc que la puissance des forces de viscosité, en régime stationnaire, à vitesse constante, en translation rectiligne uniforme, ça compense la puissance du moteur. Mais la puissance du moteur d'une péniche qui se déplace à 10 km/h, je me suis renseigné, c'est 16 500 watts. Ah! Donc la puissance des forces de viscosité, en réalité, sur une vraie péniche qui se déplace à 10 km/h, ce serait moins 16 500 watts, donc la force de viscosité, ce serait plutôt 5 880 newtons. Alors que nous, on a trouvé 0,4 watts pour la puissance, donc si on calcule la force, je crois que ça doit faire quelque chose comme 0,14 newtons. Donc on se doute qu'il y a un énorme problème. C'est-à-dire que notre évaluation de la force de viscosité exercée par l'eau sur la péniche, donc de la puissance des actions de viscosité sur une péniche, elle est complètement sous-évaluée, mais alors très largement. C'est complètement incohérent ce qu'on a trouvé. Pourtant, le modèle que je viens de
de vous proposer, de vous présenter sur l'écoulement parallèle. Il est à votre programme, il est utilisable dans certaines conditions, mais pas dans toutes les conditions. Donc il y a un gros problème. Alors, pour l'instant, on va simplement dire que l'écoulement d'eau sous la péniche, il ne peut pas être modélisé par un écoulement parallèle. Ça, c'est certain. Donc notre modèle pourra peut-être être utilisable dans certaines situations, mais en tout cas pas pour un écoulement d'eau sous une péniche. Bien. Alors, pour finir le cours de ce matin, on va commencer, pas tout faire ce matin, on va commencer le troisièmement, étudier ce qu'on appelle un écoulement interne. Alors un écoulement interne, donc c'est un écoulement de fluide à l'intérieur d'une canalisation entre deux solides, si vous voulez. Donc on va déjà au départ restreindre l'étude, donc il sera forcément incompressible et homogène, le fluide, et on sera dans une canalisation fixe et cylindrique. C'est le cadre de votre programme. Et pour finir le cours, on va simplement aborder le petit a, la notion de nombre de Reynolds. Alors, donc schématiquement, on a une canalisation cylindrique, donc un tube en cuivre, un tube en verre, un tube en béton, en PVC, ce que vous voulez, une canalisation fixe. Et à l'intérieur, on va s'intéresser à un écoulement de fluide, alors de l'eau liquide, de l'air, autre chose, de l'huile, peu importe. Alors, on va être selon l'axe des X, on appellera R le rayon de la canalisation, L sa longueur, S sa surface, sa section, donc ds un vecteur perpendiculaire dans le sens de déplacement du fluide, et le fluide se déplace globalement dans ce sens-là. Alors bien sûr, le fluide il est visqueux dans le cas général. Alors là, on est déjà confronté à un premier problème. C'est que la vitesse du fluide, elle va être nulle sur les bords de la canalisation, puisqu'il y aura adhérence, et elle va être maximale sur l'axe le plus loin possible de la canalisation. Donc déjà, la vitesse des gouttes, ça va pas être la même. Donc si on se place sur une section, ici, on voit bien que la vitesse des gouttes, ça va pas être la même partout sur la section. Alors déjà, qu'est-ce qu'on va prendre comme vitesse pour le fluide? Dilemme. Alors pour lever le dilemme, on va se rappeler qu'on a une notion de débit volumique. Et le débit volumique, c'est le flux de la vitesse. Sauf que là, sur une surface S, la vitesse, c'est pas la même partout. Donc là, on aurait une intégrale un peu compliquée. Alors, on définit donc une grandeur très intéressante, très utile, qu'on appelle la vitesse débitante, qu'on note grand U, donc une vitesse en mètres secondes moins 1. Et on dit que le débit volumique, alors lui, le débit volumique, il est très facile à mesurer, hein, il suffit de mesurer combien de mètres cubes en 10 secondes, par exemple, sortent du tuyau, hein, ou combien de litres, si c'est un plus petit tuyau. Mais en tout cas, le débit volumique, c'est très facile à mesurer, c'est très accessible. La surface aussi. Donc on peut très facilement accéder à cette vitesse qu'on appelle la vitesse débitante. Alors, la vitesse débitante, c'est pas la vitesse d'une goutte, hein, c'est une espèce de vitesse moyenne. Alors c'est pas la vitesse moyenne au sens mathématique non plus. Hein, si vous voulez, c'est une vitesse caractéristique de l'écoulement interne. Lorsque les gouttes n'ont pas la même vitesse, eh bien on va se donner cette vitesse caractéristique pour caractériser la vitesse débitante, la vitesse de l'ensemble. Alors c'est très facile à mesurer, puisqu'il suffit de mesurer expérimentalement le débit volumique, de savoir combien de litres sort en 10 secondes, en 1 minute, peu importe. Et on connaît la surface S, donc c'est une vitesse assez facile à mesurer expérimentalement et qui va nous donner une indication sur la vitesse de l'écoulement. Vous avez bien compris, ce n'est pas la vitesse d'une goutte à proprement parler. Bien, alors, qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on fait des expériences que je vais vous présenter. Donc, dans un tube en verre, on va mettre de l'eau, et dans cette eau, on va mettre quelques gouttes de colorant. Par exemple, du bleu de méthylène ici. Voilà. Donc là, vous avez le tube en verre. Le tube en verre, là, vous avez l'injecteur, c'est une petite aiguille qui injecte le colorant bleu ici. Et vous avez un courant d'eau dans le tube en verre qui va de la droite vers la gauche. Voilà. On vous a indiqué le diamètre du tube en verre. Vous voyez, ça fait 2 cm, donc c'est des petits tubes ici. Bien, et là on regarde ce que font les gouttes de colorant. Donc voilà, donc en fait on a une indication de quelques lignes de courant. Donc là on est plutôt sur des faibles vitesses débitantes, donc un faible débit si vous voulez, puisque la section ne va pas changer. On est sur un faible débit, donc une faible vitesse débitante. Et on observe effectivement ces lignes de courant. Alors là on augmente un petit peu le débit, et on commence à voir que ça commence un petit peu pas à devenir chaotique, mais ça commence un petit peu à devenir moins régulier. On continue à augmenter le débit volumique, donc la vitesse débitante, ça devient encore moins régulier. On continue à augmenter le débit volumique, donc la vitesse débitante, et là ça devient quand même assez chaotique. Là les lignes de courant, on a même beaucoup de mal à les suivre, on voit plus trop où elles sont.
On a l'impression que les gouttes, elles tourbillonnent, elles font des espèces d'allers-retours, elles vont vers le haut, vers le bas. Enfin, alors que là, on n'est pas du tout à l'échelle microscopique, hein. Là, c'est à l'œil nu. Là, ce sont vraiment des photos que l'on prend à l'œil nu, à l'échelle humaine. Et si on continue donc d'augmenter la vitesse, on peut arriver à cette situation-là où là, on voit plus du tout de ligne de courant. C'est très chaotique, très diffus, alors que c'est le même tube en verre, c'est le même fluide, même dimension, voilà, pour le tube en verre. Simplement, on a augmenté le débit de l'écoulement d'eau, donc on a augmenté la vitesse débitante, et on a une situation qui est complètement différente. Donc, pour résumer les photographies qu'on vient d'observer, on dira que pour des faibles, entre guillemets, parce que pour l'instant on n'a pas donné de valeur numérique, pour des faibles vitesses débitantes, les lignes de courant sont régulières, sont assez régulières, sont visibles. Surtout, elles sont reproductibles. C'est-à-dire, si je fais l'expérience avec un certain débit, je sais pas, par exemple 10 cm3 par seconde, et si je décide de refaire l'expérience le lendemain ou 2 jours plus tard, et si je prends la photo, j'aurai la même photo. Voilà, donc c'est reproductible. Je peux reproduire la photo, je peux reproduire l'expérience. Eh bien, on dit alors que le champ des vitesses, on peut le définir. On peut le définir mathématiquement, ça a un sens. Les lignes de courant sont régulières, visibles, et on peut reproduire l'expérience. On dit alors que l'écoulement, il est laminaire. Par contre, pour des débits volumiques plus forts, donc pour des fortes vitesses débitantes, ce sont les dernières photos, hein, là, on constate que les lignes de courant sont chaotiques. Elles sont non décelables. On a du mal, évidemment, à les déceler, à les définir mathématiquement. D'ailleurs, on voit plus trop où elles sont. Et surtout, les expériences sont non reproductibles. C'est-à-dire qu'avec ces fortes vitesses débitantes, si vous refaites l'expérience 2 heures plus tard, si vous prenez une photo, sur la photo, vous allez toujours avoir quelque chose d'un peu chaotique, mais pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on n'aura pas exactement la même situation, on ne reproduira pas exactement les mêmes figures bleutées. Donc, l'expérience n'est pas reproductible. Le champ des vitesses, il ne peut pas être défini. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus trop comment définir la vitesse d'une goutte, tellement c'est diffus, tellement c'est chaotique. On dit alors que l'écoulement est turbulent. Et ces zones diffuses, où on n'arrive plus à déceler les lignes de courant, on n'arrive plus à définir la vitesse d'une goutte, on appelle ça des turbulences, d'où le nom écoulement turbulent. Donc voilà pourquoi, pour les écoulements internes, à l'intérieur d'une canalisation, eh bien, il y aura deux types d'écoulements. Il y aura des écoulements laminaires et des écoulements turbulents. Dans les écoulements laminaires, on pourra définir le champ des vitesses, reproduire l'expérience, voir les lignes de courant, les définir mathématiquement, donc voilà. Alors que dans les écoulements turbulents, on ne pourra pas reproduire l'expérience. Si on la refait, on n'aura pas la même chose sur la photo, donc ce sera aussi chaotique, mais pas exactement la même figure. On ne peut plus déceler les lignes de courant, elles sont chaotiques. On ne peut plus définir un champ des vitesses. On dit alors que l'écoulement, il est turbulent, il y a des turbulences. Alors maintenant, la question c'est quel est le critère? Quel est le critère pour savoir à l'avance, si vous voulez, si l'écoulement va être turbulent ou laminaire? Si l'écoulement interne va pouvoir être décrit par un écoulement laminaire ou par un écoulement turbulent? Quel est le critère? Eh bien, expérimentalement, on se rend compte que ça dépend de 4 paramètres. Donc c'est pas un critère sur la vitesse débitante en fait, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend évidemment de la vitesse débitante, ça on l'a vu sur les différentes photos, mais ça dépend aussi du rayon du tuyau, de la masse volumique du fluide, de la viscosité dynamique du fluide. Par contre, ça ne dépend pas de la longueur du tuyau. Peu importe la longueur du tuyau, ça ne change pas. Donc l'idée, due à M. Reynolds, R-E-Y-N-O-L-D-S, c'est de définir un nombre adimensionné, donc un nombre sans unité, sans dimension, qu'on appelle le nombre de Reynolds. Et on va expliquer juste après pourquoi, de poser que c'est mu, la masse volumique, fois 2R, donc le diamètre, si vous voulez, 2 fois le rayon, le diamètre, fois la vitesse débitante sur la viscosité dynamique. Et Reynolds s'est aperçu, en réalisant de multiples expériences, que lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, eh bien, on observe un écoulement laminaire. Et quand il est supérieur à 2000, on observe un écoulement turbulent. Donc le critère entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent, il va être donné par un nombre sans dimension qu'on appelle le nombre de Reynolds et qui se calcule ainsi. Et effectivement, ça ne dépend pas de la longueur du tuyau. Alors attention, je suis honnête avec vous, le 2000, qui vient un petit peu limiter, donner une frontière, donc une limite entre les deux écoulements, il n'est pas toujours si strict que ça, hein. Donc pour les écoulements d'eau liquide, c'est 2000. Par contre, pour d'autres fluides, attention, des fois pour un nombre de Reynolds supérieur à 2000, des fois à 5000, voire même 10 000,
c'est encore laminaire. Des fois, à 1000, c'est plus laminaire, donc attention, hein. Donc vous, dans votre programme, on doit vous donner 2000, mais vous ne devez pas être naïf et savoir que ce n'est pas une limite très stricte, en fait, hein. Ça dépend de la nature du fluide qu'on va utiliser. Donc nous, on prendra 2000 pour les écoulements classiques à votre programme que vous rencontrerez cette année. Mais c'est clair, vous imaginez bien, hein, que la frontière, elle n'est pas aussi stricte que ça, hein. C'est pas à 2001, par exemple, ça s'arrête pas et ça ne devient pas turbulent subitement, hein. Bien. Alors, des ordres de grandeur. Dans l'eau liquide à 20 degrés Celsius, la masse volumique, 1000 kg par mètre cube, la viscosité dynamique, 10,3 poids-œil, pour un rayon de 5 cm. Donc j'ai quand même pris un tuyau assez gros, hein, 10 cm de diamètre. La vitesse d'évidente limite, c'est 2 cm par seconde, donc 0,07 km/h. Ça veut dire que dès que la vitesse débitante dépasse ce U limite, ça va être turbulent. Donc dès qu'on dépasse une vitesse débitante de 0,07 km/h, eh bien ça devient turbulent. Et en dessous de 2 cm par seconde, on peut considérer que c'est laminaire. C'est très faible comme vitesse, hein. Donc ça veut dire que le déplacement des gouttes d'eau sous la péniche, c'était effectivement turbulent. Voilà. Car la péniche, bien sûr, elle entraînait les gouttes d'eau à des vitesses bien plus grandes que 0,07 km/h. Donc voilà l'explication. C'est-à-dire qu'en réalité, l'écoulement d'eau sous la péniche, il est turbulent. Ça veut dire que le champ des vitesses, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas le définir. Donc on ne peut pas du tout utiliser l'expression de la force de viscosité dFs que je vous ai donnée. L'écoulement n'est pas parallèle. Voilà. Les gouttes d'eau n'ont pas des trajectoires rectilignes, le champ des vitesses n'est même pas défini. Les lignes de courant ne sont pas parallèles à l'axe des X. Voilà l'explication. Donc en fait, c'est un écoulement turbulent. D'ailleurs, on peut se dire que dès que vous vous déplacez dans l'eau, vous vous déplacez à une vitesse plus grande, hein, donc vous allez provoquer un écoulement turbulent. L'eau liquide donnera presque toujours un écoulement turbulent en fait, hein. Vous avez vu, la vitesse est très faible. Et dans l'air, à 20 degrés Celsius avec une pression d'1 bar, viscosité dynamique de l'air, masse volumique, le même rayon de 5 cm, la vitesse d'évitante limite, elle est quand même un peu plus grande, on trouve 30 cm par seconde, donc 1,1 km/h. C'est quand même pas très grand. D'accord? Donc, pour observer un écoulement laminaire interne dans une canalisation cylindrique avec de l'air, il faudrait une vitesse débitante d'air de 1,1 km/h et en dessous. C'est pas très grand. Donc on peut se dire évidemment que dès qu'un humain se déplace dans l'air, même quand vous marchez tranquillement, vous allez plus vite que 1,1 km/h, donc c'est turbulent. Donc là aussi, les écoulements d'air vont être quasiment toujours turbulents. Donc encore une fois, le modèle que je vous ai présenté de l'écoulement parallèle et l'expression que je vous ai donnée de la force de viscosité pour un flux newtonien, va pas être très souvent valable, hein, d'accord? Bien, alors il me reste à vous donner une interprétation du nombre de Reynolds, donc à vous expliquer d'où ça vient, pourquoi cette expression. Donc pour cela, on va se replacer donc dans le cadre d'un écoulement parallèle. Donc on va supposer que l'écoulement il est laminaire pour l'instant. Donc on peut définir le champ des vitesses, on peut choisir un écoulement parallèle, voilà, avec une pression qui dépend que de Z. Et puis là par contre je rajoute le temps, pas forcément stationnaire l'écoulement, j'applique le PFD à une goutte d'étau. Donc à ce moment-là j'aurai une accélération. Donc dV sur dt, ux, mu d'étau c'est la masse, le poids, la résultante des forces de pression, la résultante des forces de viscosité. Je projette sur l'axe des X, et à ce moment-là, j'obtiens cette équation. Et là, quelle surprise, mathématiquement, c'est une équation de diffusion. Et le coefficient de diffusion, grand D, en fait, c'est la viscosité cinématique, état sur mu, en mètres carrés seconde moins 1. Donc la viscosité cinématique, en fait, elle va intervenir comme un coefficient de diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le champ des vitesses, des gouttes de fluide, il vérifie une équation de diffusion. Donc en fait, il vérifie la même équation que la température, quand il y a une diffusion thermique, un transfert thermique. Il vérifie la même équation que la densité particulière, quand il y a un déplacement, vous savez, macroscopique de particules microscopiques, par diffusion. Ça veut dire que la viscosité est en réalité un phénomène de diffusion. Mais de quoi? De quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est le vecteur P, la masse fois la vitesse. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, mais sans rentrer trop dans les détails, hein. Dans votre programme, on doit vous expliquer quand même d'où ça vient, la viscosité, quelle est sa nature intime, si vous voulez. On ne va pas aller trop loin dans la modélisation. Alors, dans un écoulement, en supposant que dV sur dz est positif, donc que la vitesse elle est plus grande au-dessus qu'en dessous, je m'intéresse à un élément de surface ds, voilà, et je vais dire que au-dessus, les gouttes sont plus rapides, la vitesse est plus grande, en dessous, la vitesse est plus petite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, les molécules qui constituent les gouttes, en moyenne, sont plus rapides en haut qu'en bas. Et bien, comme tout phénomène de diffusion, vous avez donc une zone rapide et une zone lente.
eh bien spontanément, va donc y avoir une diffusion de quantité de mouvement des zones rapides vers les zones lentes. Alors comment ça se passe concrètement? Eh bien, l'élément de surface ds, en fait, c'est pas une frontière imperméable. Il y a des molécules lentes du dessous qui vont passer au-dessus, et des molécules rapides du dessus qui vont passer en dessous. Il va donc y avoir un échange de molécules à travers l'élément de surface ds. Donc, on dit une diffusion microscopique, hein, qu'on ne voit pas à l'œil nu, de molécules. Je dis bien de molécules. Donc, il y a des molécules de la goutte du dessous qui vont passer dans la goutte du dessus, et des molécules de la goutte du dessus qui vont passer dans la goutte du dessous. Alors, pourquoi? Pour essayer de ralentir la goutte rapide et d'accélérer la goutte lente. Donc, le phénomène de viscosité, donc de diffusion de quantité de mouvement, comme tout phénomène de diffusion, le but c'est de lisser quelque chose. Le transfert thermique, c'était lisser la température. C'était essayer d'avoir que les zones chaudes soient moins chaudes et que les zones froides soient moins froides. Le phénomène de diffusion de particules, c'était d'essayer de faire diminuer la densité particulière forte et d'augmenter les densités particulières faibles. Eh bien, la viscosité, qui est un phénomène de diffusion de quantité de mouvement, c'est la même chose. Le but, c'est de lisser les fluctuations spatiales de la vitesse. Donc, d'essayer de ralentir les gouttes rapides et d'accélérer les gouttes lentes. Donc, si jamais la viscosité avait le temps d'opérer, si jamais elle était seule à opérer, au bout d'un certain temps, toutes les gouttes auraient la même vitesse, en fait. Si on attendait suffisamment longtemps, toutes les gouttes auraient la même vitesse. Il n'y aurait pas de variation de vitesse dans l'écoulement, puisque son objectif ultime, la viscosité, c'est de lisser les vitesses, donc d'empêcher les variations spatiales de vitesse. Bien. Alors, si on reprend maintenant l'élément de surface ds, l'axe des x, et puis là, la goutte du dessus, le petit rectangle vert, et la goutte en dessous, le petit rectangle vert en dessous. La force de viscosité exercée par la goutte qui est au-dessus sur la goutte qui est en dessous, hein, la surface de contact entre les deux c'est ds, c'est bien la force dft. État dvz ds ux avec dv sur dz positif comme je l'ai supposé. Donc la force exercée par le dessus sur le dessous, par l'intermédiaire de ds, elle est bien selon les x croissants. Alors maintenant, on peut l'expliquer ça. Ça veut dire que la goutte au-dessus, elle est plus rapide que la goutte en dessous. Donc, grâce à l'échange de molécules par l'intermédiaire de la surface, il y a un transport diffusif de quantité de mouvement des zones rapides vers les zones lentes. Donc globalement, la quantité de mouvement, la masse fois la vitesse, elle va augmenter en dessous et diminuer au-dessus. Alors bien sûr, ce transport diffusif de quantité de mouvement, il se fait perpendiculairement à l'axe des x, perpendiculairement à la vitesse. Il n'est pas macroscopique, il est microscopique, hein, retenez bien ça. La diffusion de quantité de mouvement, c'est un échange de molécules et ça se fait au niveau microscopique, ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça veut dire que la goutte qui est en dessous de ds, eh bien, sa quantité de mouvement va augmenter. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit des molécules rapides et elle perd des molécules lentes. Donc, globalement, sa quantité de mouvement augmente. Donc, son taux de variation, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, eh bien, elle est selon plus ux et par le PFD, la dérivée de la quantité de mouvement, c'est bien la force. Donc, la force dft, en fait, subie par la goutte qui est en dessous, c'est le taux de variation de sa quantité de mouvement. Et c'est bien selon plus ux. Donc la force, elle est bien selon plus ux. Donc la goutte, elle est bien accélérée, puisqu'on lui a apporté de la quantité de mouvement. Au contraire, la goutte qui est au-dessus, elle perd de la quantité de mouvement. Ça ne veut pas dire qu'elle perd des molécules. Hein. Elle perd des molécules rapides, mais elle reçoit des molécules lentes. Donc globalement, sa masse ne change pas, si vous voulez. Hein. Elle perd des molécules, mais elle reçoit aussi des molécules. Simplement, elle perd des molécules qui étaient rapides, et elle reçoit des molécules qui sont lentes. Donc globalement, sa quantité de mouvement diminue. Donc son taux de variation de quantité de mouvement, dp sur dt, c'est moins dft. Donc la force subie par la goutte qui est au-dessus, elle est selon moins ux, donc elle est bien freinée. Et voilà, il n'y a plus de mystère. Cette force de viscosité dft, dont je vous ai donné l'expression, elle est liée à un taux de variation de quantité de mouvement, donc à un échange de molécules par la surface de contact entre les deux gouttes, donc à une diffusion, un échange microscopique, donc une diffusion de quantité de mouvement. D'où l'équation de diffusion vérifiée par la vitesse vue tout à l'heure. Mais le problème, c'est que dans un écoulement, le transport de quantité de mouvement, il ne peut pas se faire que par viscosité. En fait, dans un écoulement de fluide, il y a une compétition entre deux phénomènes, deux transports. Le transport diffusif de quantité de mouvement, la viscosité, on vient de le voir, mais aussi le transport convectif de quantité de mouvement. Le transport diffusif de quantité de mouvement, lui, il se fait au niveau microscopique. C'est un échange de molécules entre les gouttes au niveau de leur surface de contact, c'est microscopique.
Et le transport convectif de quantité de mouvement, lui, on le voit à l'œil nu. Si vous mettez une goutte colorée dans un écoulement, bah, vous allez la voir se déplacer. Et une goutte, elle a une masse, une vitesse, donc de la quantité de mouvement, et vous transportez bien la quantité de mouvement d'un point A à un point B dans l'écoulement. Alors justement, injectons une goutte, par exemple colorée, hein, pour la voir, dans un écoulement avec une vitesse V. Donc on injecte une goutte dans un écoulement. Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, cette goutte, elle transporte de la quantité de mouvement par convection. Elle va poursuivre son chemin. Elle va donc transporter macroscopiquement de la quantité de mouvement. On dit que c'est un transport par convection. Il est macroscopique, on le voit à l'œil nu. Et elle a envie de poursuivre sa route à travers les autres routes. Donc vous l'injectez dans un écoulement, elle a envie de transporter sa quantité de mouvement, sa masse et sa vitesse dans l'écoulement à travers toutes les gouttes. Alors que la diffusion, le transport diffusif de quantité de mouvement, donc la diffusion, donc la viscosité, bah elle veut lisser sa vitesse. Donc elle a envie que cette goutte qu'on a injectée, elle a envie que sa vitesse soit un petit peu la même que les autres gouttes qu'il y a déjà dans l'écoulement. Et ça va se faire par l'action des autres gouttes. Donc macroscopiquement, on dit des forces tangentielles de viscosité, mais microscopiquement, des échanges de molécules entre les gouttes pour essayer de lisser sa vitesse. Donc il y a bien compétition entre deux phénomènes de transport de quantité de mouvement, le transport diffusif et le transport convectif. Transport diffusif microscopique, transport convectif macroscopique. Alors pour quantifier ces deux transports, pour les comparer, on va les comparer par rapport à leur temps caractéristique. Alors pour la convection, c'est facile. Sur une distance grand L, j'ai mis D, mais c'est grand L, sur une distance grand L, la goutte colorée des taux bah, s'est déplacée d'une distance grand L avec une certaine vitesse. Alors, vu que là on raisonne en ordre de grandeur, en moyenne, je prends la vitesse débitante de l'écoulement U, et sur une distance L, bah, le temps de convection c'est L sur U. Ça veut dire que la goutte a mis un certain temps pour transporter sa quantité de mouvement par convection d'un point A à un point B sur une distance L. C'est le temps caractéristique du transport de quantité de mouvement par convection. C'est tout simplement la distance sur la vitesse débitante. Par contre, le temps caractéristique de transport de quantité de mouvement par diffusion, qu'on pourrait appeler taux diffusion. Comment on va l'obtenir? Tout simplement, en reprenant l'équation de diffusion qu'on a trouvée tout à l'heure, en ordre de grandeur, donc V sur taux diff égale état sur mu V sur delta diff au carré, comme on l'a fait pour n'importe quelle équation de diffusion, et on obtient la relation habituelle approximative, bien sûr, d'analyse dimensionnelle. Le temps de diffusion, c'est la distance de diffusion au carré, donc ici mu sur état. Je prends, pour comparer les deux phénomènes, bien sûr, la même distance, donc la même distance L. Donc, pour observer une diffusion de quantité de mouvement sur une distance L, il va me falloir un temps caractéristique de transport, taux diffusion. Et pour observer sur la même distance L le transport macroscopique par convection, il va me falloir un taux convection. Eh bien, je décide évidemment de faire le rapport des deux. Je fais taux diffusion sur taux convection et je trouve mu LU sur état. Alors, pour une conduite cylindrique, on verra que c'est un peu différent dans des cas plus tard. Pour l'instant, pour la conduite cylindrique, la longueur caractéristique comprendra le diamètre, donc 2R. Et donc, si je fais le rapport taux diffusion sur taux convection en prenant pour longueur caractéristique de l'écoulement interne dans une conduite cylindrique son diamètre, eh ben, je trouve le nombre de Reynolds. Voilà. Il n'y a plus de mystère. En fait, Monsieur Reynolds, il a choisi de comparer ces deux temps. Donc le nombre de Reynolds, c'est en fait simplement la comparaison, donc le rapport du temps de diffusion sur le temps de convection. Donc du temps caractéristique de transport diffusif de quantité de mouvement sur le temps caractéristique de transport convectif de quantité de mouvement. La diffusion, c'est un transport microscopique, la convection, c'est un transport macroscopique. Et il y a bien compétition entre les deux. Puisque évidemment, les gouttes de fluide, elles ne restent pas en contact éternellement l'une avec l'autre. Elles vont se déplacer les unes par rapport aux autres, etc. un petit peu partout. Alors, c'est bientôt terminé. Évidemment, si le temps de diffusion il est très très grand devant le temps de convection, ça veut dire si pour que la viscosité, pour que la diffusion de quantité de mouvement, pour qu'elle soit efficace, s'il faut un temps très long, par exemple, je sais pas, 10 minutes, alors que le temps de convection c'est une milliseconde, bah, on voit bien que la viscosité, elle n'aura pas le temps d'opérer. Elle ne sera pas efficace parce qu'elle sera trop lente, beaucoup trop lente à s'établir. Il faudra beaucoup trop de temps pour l'observer, pour la rendre efficace, si vous voulez. Donc si le temps de diffusion il est beaucoup trop grand devant le temps de convection, la viscosité ne sera pas efficace. Alors on comprend bien, ça veut dire que le nombre de Reynolds il va être très grand. Alors supérieur à 2000, alors 2000 parce que c'est la conduite cylindrique, mais le nombre de Reynolds il va donc être très grand. Ça veut dire qu'il y aura peu de diffusion entre les gouttes. C'est-à-dire qu'il y aura peu d'échanges de molécules entre les gouttes. Donc on va continuer à observer des très fortes fluctuations spatiales de la vitesse
Donc entre deux gouttes différentes en contact, on pourra avoir des vitesses très différentes. Et la viscosité n'aura pas le temps de provoquer des échanges de molécules pour essayer de lisser les vitesses, pour essayer de gommer ces fluctuations spatiales. Donc en fait, on dit que les gouttes, elles cheminent un petit peu comme elles veulent, hein. Donc les gouttes, elles arrivent avec leur quantité de mouvement et on va très peu pouvoir modifier cette quantité de mouvement. Donc voilà pourquoi le champ des vitesses, on va avoir beaucoup de mal à le définir, parce qu'il va être très fluctuant, très différent entre deux gouttes proches. Les lignes de courant, elles sont indéfinissables, indécelables, on ne pourra pas les observer, et c'est pour ça qu'on aura des turbulences. Donc les turbulences, hein, c'est lorsque le phénomène de diffusion de quantité de mouvement, donc la viscosité, n'a pas le temps d'opérer, n'a pas le temps de s'établir. Et à ce moment-là, effectivement, on dit que la convection, évidemment, le transport par convection l'emporte largement, et on observe des turbulences. Alors au contraire, lorsque le nombre de Reynolds est inférieur à 2000 dans une conduite cylindrique, le temps de diffusion, donc, il diminue. Alors il diminue, et on suppose que quand le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, il diminue suffisamment pour que la viscosité devienne un peu plus efficace. À ce moment-là, elle est beaucoup moins lente à opérer. Et plus le temps de diffusion diminue, plus le temps caractéristique donc de diffusion de continuellement diminue, plus la viscosité va devenir efficace. Donc plus il y aura de diffusion, plus il y aura d'échanges de molécules entre les gouttes. Et donc les fluctuations spatiales seront moins fortes pour la vitesse entre les gouttes. Et à partir d'un moment, quand les fluctuations spatiales ne sont plus très fortes, elles existent quand même, il y en a toujours des variations, mais on dit que les gouttes subissent plus l'influence des autres gouttes. Donc c'est lorsque la viscosité donc devient efficace. À ce moment-là, le champ des vitesses il devient définissable. On peut le définir, les lignes de courant deviennent visibles et on dit que l'écoulement est laminaire. Alors attention, hein, quand le nombre de Reynolds est inférieur à 2000, il peut être égal à 100 par exemple. Ça veut dire que taux diff, c'est toujours 100 fois taux convection. Donc taux diff est toujours plus grand que taux convection. Mais un peu moins grand. Donc la viscosité devient plus efficace et à ce moment-là, on commence à observer effectivement un écoulement laminaire. Donc on retiendra que pour qu'un écoulement soit laminaire, donc pour pouvoir définir le champ des vitesses et utiliser l'expression de la force de viscosité de l'écoulement parallèle qu'on a vu, il faut que l'écoulement soit laminaire, il faut que les fluctuations spatiales ne soient pas trop fortes entre les gouttes. Il faut donc que la viscosité ait le temps d'opérer et le temps de devenir efficace. Donc il faut que son temps caractéristique pour pouvoir opérer, pour pouvoir être efficace, il ne faut pas qu'il soit trop grand devant le temps caractéristique de convection, donc de transport convectif de la quantité de mouvement par les gouttes. Et c'est cette compétition entre ces deux phénomènes de transport de quantité de mouvement qui va nous donner ces deux types d'écoulement très différents, l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. Alors sur l'écoulement laminaire, on a donc des lois, et pour l'écoulement turbulent, on verra qu'il n'y a pas de loi simple, et on expliquera par la suite comment on se débrouille. Voilà, ce sera tout pour ce cours. Donc on poursuivra bien sûr ce cours mardi. Alors mardi matin, il y aura une petite interro en distanciel, comme la dernière fois, hein. Même chose avec le sujet sur Pronote, et puis un rendu en PDF scanné par mail. Et donc on poursuivra ensuite, vous aurez une vidéo moins longue, hein, pour le cours de mardi. Pour lundi matin, donc il y aura un TD sur les révisions de mécanique de première année, donc je pense que ça fera pas de mal, notamment la mécanique céleste. Donc revoir un peu les lois de la mécanique, qu'on va petit à petit bien sûr intégrer dans le cours de mécanique des fluides, donc c'est bien de les réviser maintenant. Et pour le TD de mercredi après-midi, donc on corrigera le TD sur la statique des fluides. Voilà. En espérant bien sûr que le cours de vendredi prochain soit en présentiel avec tout le monde en forme et prêt à réattaquer à 100%.